Pas de karaoké. Et bah, du coup, merci pour l'intro. C'était, je pense, le meilleur, la meilleure intro qu'on pouvait avoir à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai passé très rapidement sur qui on est. Guillaume, ça c'est moi, et Gaëtan. On est chercheur en sécurité chez GuideGuardian. Très rapidement, notre carrière d'avant, on a fait beaucoup d'offensifs chez Synactive et Quarks Lab, à l'ANSSI aussi pour ma part. Et petite pub, et j'ai la chance d'être le rédacteur en chef de MISC depuis un peu plus d'1 an. Donc si vous voulez écrire des articles, n'hésitez pas sur GitHub Enterprise par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait chez GuideGuardian? C'est une société qui a 7 ans, qui est 100% française, 100% d'ingénierie en France. Et vous l'avez peut-être compris ce matin parce qu'on a parlé de nous, et puis aussi à l'instant, on fait la détection de secrets dans à peu près tout. Donc le nom de la société indique que c'était principalement dans GitHub. Gaëtan vous expliquer ça un petit peu après, mais on fait ça dans tout, dans Docker Hub, dans plus près, merci, dans tout ce qui va être CI, infrastructure as code, etc. Ce qu'on va vendre, c'est une interface web qui va aider nos clients à remédier à ces problématiques de secret, et on l'espère pouvoir les identifier et faire la rotation. Et ça, c'est bien, mais c'est parfois pas assez efficace. Nous, on détecte très rapidement des secrets parfois assez moches au niveau offensif, et certains clients prennent un peu de temps parce que quand on leur présente une clé d'API GitHub Enterprise qui donne accès à tout, ils se demandent si finalement ils peuvent la révoquer parce que peut-être qu'au fin fond de leur infra, c'est utilisé. Et donc, un des nouveaux pans de notre activité, ça va être de découvrir vraiment où sont utilisés les secrets au niveau de votre code, dans les vaults, et d'être capable de vous dire, ben tiens, la clé qu'on vient de voir leaker, elle est effectivement dans votre vault, vous vous en servez, donc pour faire la rotation, vous allez pouvoir la faire plus ou moins automatiquement, en tout cas vous savez à qui parler. Donc ça, très rapidement, la publicité sur ce qu'on fait. Une autre pub, et puis c'est fini pour la pub aujourd'hui. On a la chance, pile aujourd'hui, de sortir un document qui s'appelle le Secret Sprawl, qui est un document qu'on sort tous les ans, qui va montrer la fuite des secrets telle qu'on l'observe nous. Ici, c'est sur l'année 2024. Et avec Gaëtan, on a contribué à deux, trois choses, notamment sur l'utilisation de Copilot en tout cas, l'utilisation de Copilot ou le biais que Copilot induit dans la fuite de secrets. Moi, je me suis intéressé beaucoup à Docker Hub. Donc, si ces sujets de fuite de secrets vous intéressent, le rapport est sorti depuis environ 2 heures. Et voilà, je passe la main à Gaëtan qui va vous parler un petit peu plus technique. Yes, et on va pouvoir passer très vite sur le début parce que du coup, on a eu une magnifique présentation juste avant. Donc, il y a plein de choses dont j'ai pas besoin de vous convaincre. J'ai pas besoin de vous convaincre que tout le monde utilise le cloud, tout le monde utilise GitHub, Docker Hub et tout un tas d'autres plateformes d'hosting de données à des vues de DevOps. J'ai pas non plus besoin de vous convaincre que ces sources, elles ont tendance à être à la fois un peu hybrides, avec des choses qui vont être publiques et des choses qui vont être privées, et avec une frontière entre les deux qui est parfois assez faible, assez fine. Et typiquement, passer d'un truc public à un truc privé, ça peut se faire, et vice-versa, au clic d'un bouton, ce qui a son importance, on verra plus tard. Et donc ça va générer pas mal de leaks de secrets, comme nous l'a exposé notre bon collègue juste avant. Et c'est pas juste des affabulations, on le voit à longueur d'année avec diverses headlines dans les médias de fuite de secrets dans des packages PyPy en quantité astronomique, dans des données d'entraînement de LLM, d'IA, etc. Donc ça, c'est tout le temps. Donc le leak, il est là, on le sait. Et pourquoi est-ce que ça leak autant le secret? Parce qu'en fait, c'est facile de leaker un secret. Leaker un secret, c'est beaucoup plus facile que de gérer un secret proprement. Ça coûte beaucoup moins cher. Il y a des problématiques de POC qui partent en prod avec des secrets qu'on ne voulait pas laisser, mais bon, on va peut-être quand même le faire. Et puis, il y a une autre composante qui est assez intéressante, et on en revient à cette problématique de public-privé avec une frontière assez fine. C'est que tout ce qui est en privé nous donne un faux sens de sécurité. Donc, on va dans les repos privés, typiquement, de GitHub, on trouve beaucoup, beaucoup plus de secrets que dans les repos publics, de l'ordre de 35% en privé pour 5% en public. Et malheureusement, ce qui est privé deviendra un jour public, soit parce que quelqu'un va cliquer au mauvais endroit, soit parce que je vais me faire breach, et malencontreusement, ma donnée privée, en fait, elle va devenir publique contre mon gré. Et donc ça va nous générer aussi du leak. Un autre truc intéressant qu'on observe, c'est que plus on se rapproche de la production et plus on a des leaks qui sont intéressants, et surtout plus on a des leaks des secrets valides. Et donc typiquement, la production, ça va être, si on va chercher des secrets dans Docker Hub, par exemple, on est plus près de la prod. Et donc on trouve beaucoup, beaucoup plus de secrets valides que sur GitHub où on est dans le code. Et comme nous le disait notre bon collègue juste avant, dans la CI/CD, qui est
de facto un truc plus ou moins de prod, on trouve aussi pas mal de secrets valides. Et donc, dès lors qu'on a autant de leaks, on a envie de se rendre compte quand un truc leak. Ça fait partie des mesures de détection qu'on aurait pu présenter aussi juste avant. Et donc ça, c'est notre cœur de métier. Alors, comment est-ce qu'on détecte un secret qui a leaké? En fait, ça peut être très facile. Parce qu'aujourd'hui, nos fournisseurs de cloud, qui sont les premiers générateurs de secrets, nous offrent des clés d'API qui vont avoir des formats bien spécifiques, qui sont faciles à catcher avec une regex. Donc typiquement, sur GitHub, on a un token qui va commencer par GHP underscore avec une chaîne de 36 caractères alphanumériques. Et donc ça, on peut très facilement le trouver à coup de regex. Et donc, c'est relativement facile, avec une certaine limite, c'est qu'aujourd'hui, chez GitGuardian, on supporte 450 types de secrets différents, de 450 providers, et on n'est pas à une couverture de 100% de tout ce qui se fait en termes de provider cloud. Donc, ça demande quand même un investissement technique et de maintenance aussi. Et donc ça, c'était pour la partie facile, mais le secret ne s'arrête pas à ces tokens d'API bien formés. Et on en a plein en fait qui vont avoir des formats random, sans grand intérêt. Et donc ça peut être des providers qui juste ne suivent pas la bonne pratique d'avoir des secrets préfixés, ou alors ça peut être simplement des secrets qui n'ont pas de forme particulière, type des username password, une clé de chiffrement AES qui est juste une chaîne aléatoire. Et donc ça représente une part assez importante des secrets qui leak. En 2024, on a 58% des secrets qui ne suivent pas un préfixe et qu'on n'est pas capable de trouver facilement avec une regex, ce qui est intéressant à noter. Donc ces secrets-là, on les détecte avec plein d'autres méthodes autres que des regex. Donc ça peut être basé sur l'entropie, sur une analyse du contexte avec des méthodes plus ou moins alambiquées. On sait le faire, mais ça reste beaucoup, beaucoup plus compliqué, surtout si on veut l'industrialiser. Et donc si vous êtes vous-même fournisseur de services, pensez un jour à implémenter des secrets préfixés, ça aide tout le monde. Donc ça, c'était pour la partie détection. Et en fait, on a la détection dans le cloud et dans ses sources ouvertes, qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est le volume. Parce que le code sur GitHub, on ne se rend pas bien compte du volume que ça représente, mais c'est gigantesque. En 2024, on a 1,3 milliard de commits sur GitHub, de commits publics sur GitHub, ce qui représente vous pouvez multiplier ça par à peu près 40 pour avoir le nombre de patchs. On a 15 millions d'images sur Docker. Et donc déjà techniquement, ça représente un challenge d'analyser toute cette donnée si on veut avoir une couverture complète. Et bien entendu, plus on a de données et plus on a de secrets. Et donc GitHub est notre premier leaker de secrets. Pas lui qui leak directement, mais avec 23 millions de secrets leakés en 2024, on a 1,2 million sur Docker Hub. Donc c'est des quantités qui sont assez colossales. Je ne vous fais pas le calcul de combien ça fait par seconde, mais on n'en est pas loin. Et plus on a de secrets et plus on a de corner case, et typiquement, plus on va avoir de possibilités d'avoir des faux positifs pour plein de raisons, soit parce que des gens vont mettre des credentials de test, des placeholders, des trucs qui ne sont pas vraiment des secrets de production ou légitimes. Et donc ça génère aussi un certain nombre de problèmes quand on essaie de faire de la détection et surtout de l'alerting sur ces secrets. Donc quelques exemples de faux positifs qui peuvent être rencontrés. Et la conclusion de ça, c'est qu'en fait, de manière générale, on ne peut pas juste lancer son moteur de scan et commencer à envoyer des alertes à chaque fois qu'on détecte un problème. Parce que juste, ça fait des quantités énormes et puis ça fait beaucoup de faux positifs et donc potentiellement beaucoup de bruit. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour... c'est un peu agaçant, ce truc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer, nous, de réduire la quantité de bruit et surtout raffiner les secrets qu'on veut utiliser pour faire de l'alerting? Une des solutions les plus simples, c'est de dire je vais tester mon secret. Je prends mon secret et je vais voir si je peux m'authentifier avec. Alors, ça marche surtout avec les secrets spécifiques, donc ceux qui sont préfixés et qui ont un format bien connu, parce que je sais à quel service ils vont donner accès et donc je sais comment m'en servir pour m'authentifier. Dès lors que mon secret permet de m'authentifier, déjà, ça me filtre tous les faux positifs puisque mon secret marche, donc apparemment, il est bon. Et puis, ça réduit nécessairement le nombre de secrets que je vais pouvoir avoir à traiter ensuite en alerting, pour deux raisons. Parce que, dans un premier temps, il y en a plein qui vont être invalides.
révoqués ou qu'importe. Et puis il y en a plein d'autres que je ne vais pas être capable de tester. Donc, typiquement les génériques ou des secrets qui sont utilisables uniquement en interne. Et donc ça nous réduit à peu près de 80% la masse de secrets. Donc on en a 20% sur GitHub en 2024 qui sont valides. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en a 80% d'invalides, mais ça veut dire qu'il y en a juste 20% qu'on est capable de tester et qui sont valides. Donc ça réduit quand même fortement le volume. Il faut toujours cliquer. Mais ça représente toujours environ 100 000 secrets par mois juste pour GitHub. Ce qui est toujours plus que ce qu'on peut traiter, nous, à la main, ensuite, pour faire de l'alerting. Et typiquement, de l'alerting à des entreprises. Donc, pour aller un cran plus loin, ce qu'on fait, c'est que si on est capable de s'authentifier avec un secret, on peut aussi aller l'utiliser pour interroger le service auquel il donne accès, pour aller récupérer des informations sur l'environnement, sur le honneur de ce secret, et puis aussi des informations sur les privilèges associés à ce secret. Ce qui va permettre de filtrer tout un tas de secrets qui sont soit associés à des comptes personnels et qui donc vont pas nous permettre de faire du responsible disclosure à des entreprises, et aussi de filtrer tous les secrets qui vont être à faible impact et qui vont pas forcément nécessiter qu'on investisse du temps dans de l'alerting. Les seules limites qu'on peut avoir à ça, c'est qu'on a certains services qui donnent assez peu d'informations sur l'environnement d'utilisation, typiquement AWS ou GCP, qui nous forcent par exemple à brute forcer tous les services pour savoir auxquels on a accès, ce qui n'est pas bien pratique. Et puis aussi, on veut trouver une espèce d'équilibre entre l'information qu'on va collecter à partir du secret et le comportement et l'impact qu'on va avoir sur la production. On n'a pas envie de passer pour des attaquants juste parce qu'on teste un secret. Donc il faut trouver une bonne limite. Et donc ça permet de réduire encore beaucoup plus la quantité de secrets qu'on va vouloir utiliser en alerting et du coup de faire cet alerting. Maintenant qu'on a des secrets, on ne peut pas juste les mettre sous le lit et dire à tout le monde qu'on trouve plein de secrets et que c'est super. On a envie quand même que ces secrets soient révoqués et que les bonnes entreprises prennent les bonnes actions. Pour faire l'alerting, on a deux sources principales, ou on a deux types d'alerting. On a un premier niveau d'alerting qui va se baser uniquement sur les métadonnées de la source qu'on est en train d'analyser. Donc, typiquement sur GitHub, on va avoir les committeurs email, les noms d'utilisateurs qui peuvent être associés à des entreprises, etc. Donc, on a de la métadonnée qu'on peut utiliser directement pour envoyer un mail à un individu, pas forcément à son entreprise. Et donc ça, c'est ce qui alimente chez GitGuardian ce qu'on appelle le Good Samaritan Programme, qui est un truc qui tourne depuis 2017, où on envoie des mails à des gens à partir du moment où on a détecté qu'ils leakaient un secret. Donc ça, c'est gratuit, c'est pour nous, c'est cadeau. Et puis, quand on veut aller un peu plus loin et rattacher à une entreprise, il faut aller faire de l'attribution un peu plus fine. Et donc, typiquement, en se basant sur les données qu'on a extraites juste avant à partir du secret. Ça peut être une possibilité en utilisant de l'OSINT X ou Y, donc en montant des périmètres d'entreprise, ou en faisant de la corrélation entre des secrets, donc typiquement entre des parties publiques de secrets, donc par exemple des clés publiques AWS, faire de la corrélation sur les identifiants et rattacher des secrets à des entreprises. Et donc c'est des moyens qu'on a de faire ces attachements. Et à partir du moment où on a raffiné cette quantité de secrets, on a nos secrets qui sont bien valides, qui sont bien qu'on sait critiques et qu'on sait à qui ils appartiennent, c'est là qu'on rentre dans la partie fun et qu'on va avoir les entreprises en frontal pour faire l'alerting et le responsible disclosure. Merci. Donc l'autre partie de la présentation, ça va être responsible disclosure. L'idée, c'est que quand on est arrivé tous les deux chez GitGuardian, on a vu ces secrets et on s'est dit waouh. On ne pensait pas que c'était à ce niveau-là de criticité, tout ce qui leak sur tous les domaines qu'on a pu vous citer. Et comme on a fait l'offensive tous les deux, encore une fois, chez Synactive et Quarks Lab, on a déjà fait ce type de disclosure, principalement pour des vulnérabilités logicielles et matérielles. On s'est dit pourquoi pas tenter et faire la même chose sur des secrets. Et donc on s'est focalisé sur ce périmètre-là. Ça va être des secrets qui appartiennent à des sociétés, des secrets valides, qui ont un impact offensif significatif. Alors, pourquoi valide? Comme Gaëtan l'a présenté, il y a certains secrets qu'on ne peut pas vérifier par nature, ou en tout cas qu'on peut difficilement automatiser. On peut difficilement automatiser la vérification. C'est par exemple le cas des clés privées ou des entêtes HTTP qu'on peut voir. Un humain pourrait y arriver, et nous on y arrive, des collègues y arrivent, mais automatiser, c'est difficile. Sur les clés privées, Gaëtan a une super technique, il prend les clés privées RSA qu'on trouve, on ne sait pas quoi en dire, et il les compare avec un ensemble de clés publiques dans GitHub. Et bien en fait, on a accès à beaucoup de comptes. Des gens sur GitHub qui leakent leurs clés privées, ça arrive, qui leakent dans Docker Hub. Et donc ça, c'est possible, mais à l'échelle, c'est compliqué. Donc, des secrets valides.
à des types de secrets à fort impact, bah, il y en a en fait, on a beau avoir un secret valide, il ne sert pas à grand-chose. Une clé d'API Spotify, à part demander la liste des artistes que vous avez écoutés ou récupérer une playlist, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Shodan, c'est hyper utile, mais une clé d'API Shodan, c'est de la lecture seule. Ça vous permet juste de faire des calls d'API. Donc celles-ci, on ne les considère pas. Et pourquoi cibler les sociétés? Ben, les emails qu'on envoie, c'est à peu près 6000 emails par jour pour des secrets qu'on voit dans GitHub. Donc si vous mettez un secret dans GitHub, il est à peu près sûr qu'on vous envoie un email. Alors, ça dépend du type de secret, mais vous pouvez vérifier. Et notre question vraiment avec Gaëtan, c'est si on cible des équipes de sécurité, est-ce qu'on aura un meilleur taux de remédiation? Est-ce que ça va un peu changer la donne? Ce qu'on constate sur ces emails de Good Samaritan, c'est que déjà, on va avoir des employés qui ont peut-être changé de société. Donc finalement, un leak, ils s'en fichent. Ça va être aussi des employés qui s'en fichent, parce qu'il vaut mieux rien dire. Et ceux, ils s'en fichent, il vaut mieux rien dire, il faut le mettre en perspective avec un leak qui est apparu, qui a été rendu public mi-2024, c'était Slack. Plusieurs terras de Slack Message. Disney, merci. Oui, le message Slack de Disney, pardon. J'essaie d'aller vite, mais je m'embrouille. Donc c'était Disney. Donc 4 Tera de messages Slack de Disney avec plein de secrets, plein d'informations internes. Et on ne savait pas trop d'où c'était sorti. Et la nouvelle est tombée il y a quelques semaines. C'est un employé de Disney qui, voulant installer un logiciel lié à l'IA, était victime d'un faux stealer qui a volé plein de credentials. Et les attaquants ont pu avoir la main sur le Slack, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cet employé était licencié à cause de ça. Et donc finalement, signaler des secrets à des individus et non pas des sociétés, ça pourrait aussi, pour cette raison-là qui est assez légitime, j'ai pas envie de perdre mon travail, rester complètement dans la nature et encore valide. Alors, ce qu'on a pu faire après avec Gaëtan, c'est on s'est dit, OK, il y a des catégories de secrets qui ne nous intéressent pas. Est-ce qu'on peut faire des catégories? Donc ça, on s'est basé sur notre propre expérience. On a aussi regardé l'état de l'art et on est arrivé avec ces 6 catégories. Alors quand je dis état de l'art, c'est les attaquants les utilisent. On ne sait pas où ils les trouvent. Ça peut être des infostealers, ça peut être GitHub, Docker Hub, ça peut être une clé USB qui est tombée ou un vol de machine. Toujours est-il qu'ils les utilisent. On va retrouver les grands classiques, tout ce qui va être système de stockage de données, donc les blob storage, les bases de données, les autres usual suspects, tout ce qui est GitHub, GitLab. Et puis, ce qui nous plaît beaucoup sur tout ce qui est supply chain, ça va être des registres de packages et de conteneurs. Donc Artifactory, Docker Registry, NPM, des choses où on sait que les attaquants, quand ils prennent la main là-dessus, ben, ils récupèrent les informations, mais ils vont aussi pousser des choses pour avoir des compromissions un petit peu plus conséquentes. Et puis, bien, on parle de cloud. Ben, en fait, on trouve des secrets valides pour tous les providers, DigitalOcean, GCP, Azure, Aliyun, IBM, etc. Et il y a même des cloud providers dont on n'avait jamais entendu parler. Alors, c'est aussi assez naturellement qu'on a fait comme la conclusion tout à l'heure. On a essayé de mapper tout notre savoir sur des choses qui sont un peu plus classiques. Donc, on a le framework Mitre Attack et on a fait des attaques pass. Alors ici, il y en a deux. Celui de gauche, il est facile. Vous avez un compte valide, eh bien, vous allez récupérer des informations, donc cloner des repos, scanner les repos, trouver d'autres credentials et vous faites ça en boucle et c'est formidable. Cloud Platform, le chemin d'attaque est le suivant. Vous trouvez un compte valide dans GitHub, éventuellement un compte AWS Root. Vous modifiez l'infrastructure cloud, soit vous augmentez la capacité de la machine, soit vous la créez, et puis vous faites du resource hijacking. C'est juste du crypto mining. Si vous faites ça en personnel, vous perdez de l'argent. Par contre, la donnée que moi j'ai en tête, que j'ai regardée il y a quelques mois, c'est que grosso modo, pour 1 $ dépensé, vous récupérez 75 centimes. Donc si ce n'est pas votre argent, c'est assez rentable. Donc, si vous êtes capable d'avoir accès à un compte qui a une carte bleue qui n'est pas capée, vous pouvez effectivement faire générer de l'argent qui n'est pas traçable parce qu'à ce stade-là, ce n'est pas du tout lié à une adresse. Donc, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un qui va la mettre sur une adresse de son choix. Alors, quelques stats. On a fait ça à peu près, on a commencé à peu près 6 mois. On a fait 26 disclosures. C'est un nombre qui est important. Nous, on considère qu'il est important parce que ce n'est pas notre métier premier de faire les disclosures. C'était vraiment une expérience qu'on a essayé de mener. On continue de la mener. Ce qu'on trouve tous les deux impressionnant, c'est le nombre de cas résolus, 14 14 en 6 mois, c'est énorme par rapport à ce qu'on a pu voir avant sur du soft ou du matériel. J'étais chez Quarkslab quand on a sorti la vuln TPM fail, c'était plus de 6 mois de discussion et on essayait de nous expliquer qu'il fallait encore attendre un an.
Donc cette échelle-là est quand même assez impressionnante. Un point quand même à garder en tête, il y a beaucoup de vieux secrets qu'on détecte. On ne fait pas que des disclosures de secrets très récents. Il y a des vieux secrets qu'on disclose. Et dans le document dont je vous ai parlé, Secret Sprawl, il y a une stat importante, c'est que 70% des secrets qui étaient valides et découverts en 2022 sont encore valides en 2025. Donc c'est assez énorme. Alors en termes de disclosure, on a forcément des histoires super abracadabrantes à raconter et on a des interactions que moi j'appelle négatives. Alors il y a des gens qui nous disent on s'en fiche. Bon, ça c'est assez classique. Il y a des gens qui nous disent merci, mais vous rendez pas ça public. Alors ça, on commence à sentir qu'il y a peut-être une zone un peu grise sur une obligation de déclarer des vulnérabilités et le secret n'est pas vraiment une vulnérabilité. Donc on garde un peu ça sous le tapis. Et puis quand ça concerne une base de données, peut-être que c'est bien que la CNIL ne soit pas au courant non plus. Euh, je me pose des questions. On le savait déjà. Celle-ci, elle est quand même extrême parce que nous, on disclose des secrets valides. Donc quelqu'un nous dit merci, mais on le savait déjà, ça fait quand même assez peur. Ça veut dire que leur processus interne de remédiation est excessivement lent. Ça réconforte aussi l'équipe produit sur le produit qui va viser à réduire ce temps de remédiation. Et puis, il y a les cas de pas de réponse ou pas d'acknowledgement. Alors, je vais faire du name and shame. Il y a eu le leak Capgemini en septembre. On l'a récupéré, il était public sur un forum. Tout le monde sait qu'il y a des secrets. Pour nous, l'idée, c'était de regarder s'il y avait des données de nos clients. Il y en avait. Et puis on l'a dit, toc toc toc, Capgemini, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réponse. Toc toc toc, Capgemini, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réponse. Et puis on était voir l'ANSSI. L'ANSSI a fait toc toc toc, Capgemini, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réponse. L'ANSSI nous répond, désolé, ils ne nous répondent pas. Donc là, je dis pas que l'ANSSI est un problème. L'ANSSI nous a permis de trouver des gens qu'on ne trouvait pas au terme du comment ça s'appelle je mélange les mots, pas du responsable, leur programme qui permet de leur faire un signalement de vulnérabilité. De l'ANSSI? Ouais, c'est ok. C'est whistleblower, ouais, plutôt, lanceur d'alerte. Toujours est-il que l'ANSSI fait bien son job. Ici, ils ont affaire à des boîtes auxquelles nous versons des milliards d'euros d'argent public et qui répondent pas. Donc pour moi, c'est le plus gros problème. Peut-être que l'ANSSI pourrait mettre des petites amendes de temps en temps à des gens comme ça ferait pas de mal. Voilà, gratuit pour Capgemini. Euh, et puis ça fait plaisir à peut-être. Oui, voilà, les secrets sont toujours valides, sinon ça serait vraiment pas drôle. Donc ça, c'est le truc un peu moche, un peu classique, avec des spécificités comme la disclosure du secret, où on sent quand même que c'est un souci, enfin un problème qui est peut-être sous-estimé. Et il y a plein de gens qui se comportent bien. Je les ai pas mis là pour les schémer. C'est des gens avec qui on a eu des interactions absolument fabuleuses. Ils ont répondu en la seconde, ils ont fixé vite, etc. Et on est sur leur Hall of Fame. Donc ça, pour nous, c'est très très cool. On n'a pas besoin de bounty, on a un salaire à la fin du mois. Donc quand on a un petit logo comme ça, c'est assez cool. Et encore une fois, ce sont des gens qui sont exemplaires et les équipes sécurité qui travaillent très bien. Et là, à l'inverse, le zoo des interactions, on n'était pas prêt, quoi. Quand on reçoit ce type de message, on s'arrête, on va boire un café. Le premier, c'est on n'arrive pas à reproduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on envoie toujours le moindre reproduire avec un outil open source qui s'appelle GG Shield. Vous le lancez en ligne de commande sur un fichier texte, ça vous dit un secret ou pas, il est valide ou pas. Donc là, pas reproduire, c'est compliqué. Un de mes préférés, c'est le secret n'est pas dans le scope du bug bounty. Fair enough, j'ai pas besoin de l'argent. Par contre, la problématique qu'on y voit avec Gaëtan, c'est que si le tri s'arrête à ce niveau-là et qu'on vous soumet un secret valide, vous n'êtes pas au courant. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et on verra en conclusion que nous, on pousse pour que les secrets soient intégrés au périmètre des bug bounty. Charge à vous de donner de l'argent ou pas, ça, c'est pas à nous de le dire. L'autre souci qu'on a pu avoir, c'est le fait que les secrets ne sont pas considérés comme des problématiques de production. Ça, c'est de ma faute. J'ai envoyé un secret à un vendeur, Opsirt, donc lié au produit. Ils m'ont répondu de façon très exemplaire en quelques minutes en me disant c'est pas nous, c'est les copains. J'ai envoyé un message aux copains. Ils m'ont pas répondu. J'ai envoyé un autre secret aux copains. Ils m'ont pas répondu. Et ça, c'était en octobre. Les secrets en question, c'est des tokens Artifactory valides et Docker Hub valides. Donc, on est en plein dans la supply chain. Et malheureusement, j'ai renvoyé un email aux deux équipes et l'équipe CIRT m'a dit c'est bien les autres, mais ils sont sous l'eau. Donc ça, c'est aussi une vraie problématique de priorisation de ces sujets-là. Un truc un peu plus farfelu, bien que je l'ai vécu de façon un peu similaire chez Quarks Lab, on a fait une disclosure et c'est un de nos sales qui a reçu l'email de hack. Ici, ce qu'on a eu, on a fait une disclosure et c'est un de nos sales de GitGuardian qui nous a donné le ticket d'incident. Ça, c'était voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le zoo. Ça aussi, on n'était pas prêt. Donc voilà pour le disclosure.
tout ça nous fait poser quelques petites questions. Et bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus collectivement pour la suite? Alors, polémique, quoi faire de plus pour la suite? Ben, en fait, vous liquez des secrets, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Ça, c'est la version très polémique. La version moins polémique, ça serait peut-être, sous les aspects GRC, gouvernance, exercice, d'intégrer des exercices de fuite de secrets à tout ce qu'on va pouvoir faire dans SOC 2 ISO 27001 dans l'année 2025. C'est qu'est-ce qui se passe si je leak une base de secrets, plusieurs bases de secrets, etc. Et ça, je pense que c'est un exercice intéressant qui vous donne un petit peu un niveau de maturité de votre gestion du secret. Et je vous encourage à le faire et on peut en discuter avec vous si vous voulez. Pourquoi c'est important? Parce que les secrets, ça leak partout. Donc l'employé de Disney, c'était sur son password manager. Donc c'est un infostealer, pas de chance. GitHub, GitLab, Docker Hub. Chaque fois qu'on regarde dans une nouvelle source de secrets avec Gaëtan, on trouve encore plus de secrets très moches. Aujourd'hui, notre succès, c'est avec Docker Hub. Gestion de risque, donc intégrer le secret dans votre gestion de risque, essayer d'essayer de comprendre si la perte d'un secret est grave ou non pour vous. Et tout à l'heure, j'ai commencé par la partie GRC governance. C'est pas forcément ma tasse de thé du quotidien, mais le penchant, vraiment plus technique, c'est d'auditer votre périmètre, d'utiliser des outils comme le nôtre sur vos sources de données et regarder si vous avez des secrets. Ce qui peut aussi vous donner un niveau de maturité assez intéressant. Et encore une fois, comme ça a pu être dit aujourd'hui aussi par Gaëtan, les secrets, nous, on les trouve, plus on est proche de la production, plus on va les trouver. Si tu viens cliquer pour moi. OK. Quoi faire d'autre? Sur tout ce qui est VDP, on a quelques recommandations à faire. Bah, déjà, d'avoir des contacts facilement accessibles pour éviter qu'on vous chasse sur LinkedIn. C'est arrivé, hein, une grande compagnie pétrolière américaine, on a dû chasser le ciseau sur LinkedIn pour aller leur donner un token valide. Ça nous fait perdre du temps. Et il y a un format, la RFC 9116, si je me souviens bien, qui définit ce fichier well-known security.txt sur lequel vous avez juste à mettre quelques informations et juste une adresse email. Ça, c'est vraiment très pratique et pas seulement pour cette problématique de secret. Si jamais vous n'avez jamais fait ce type de programme, ce qui est important, c'est de vous préparer à avoir du feedback négatif. Quand on reçoit une vulnérabilité, c'est pas personnel. On me dit pas que mes enfants sont moches, ça me blesse. C'est juste une vulnérabilité, donc il faut juste se dire, ça va arriver un jour, ça va piquer, c'est pas grave. Ça, il faut vous préparer, répondez rapidement. Peu importe ce que vous répondez, dites OK, j'ai bien reçu, je vérifie, je vous réponds plus tard. Pas de ghosting, mais vraiment l'acknowledgement rapide, c'est primordial. Et puis, si vous avez un programme de bug bounty, rajoutez les secrets valides dans votre programme et éventuellement donner des rewards, ce qui nous permettra d'inviter des collègues au resto. Mais plus important, un secret valide, potentiellement un fort impact. Si vous le payez 50 ou 100 euros parce qu'il a leaké sur un forum, c'est quand même pas si cher payé que ça pour vous parce que vous n'avez pas forcément de moyens faciles de détecter l'utilisation d'un secret valide sur votre plateforme parce que c'est indistinguable d'un vrai utilisateur. Et quelques conclusions aussi pour faire le point aussi avec la présentation d'avant. Ça va être des recommandations de durcissement qui peuvent vous aider à contenir les effets d'un leak et peut-être un peu à mieux dormir la nuit. Donc la première, qui n'est pas uniquement liée à la fuite de secrets d'API, mais plutôt du login mot de passe, faites du 2FA, franchement, c'est pas mal. Les access lists, sur GitHub Enterprise, je sais que c'est possible sur du self-hosted, je ne sais pas si c'est possible sur du on-prem. En tout cas, on sait que ça a sauvé des gens à qui on a rapporté des secrets GitHub Enterprise très sensibles. Ils ont dit, ouf, on n'est pas passé loin parce qu'on avait mis des access lists. Toute cette notion de moindre privilège, qui est un concept de sécurité bien connu, mais qu'il faut appliquer aussi à des tokens d'API. On a vu tout à l'heure, encore une fois, que c'est possible sur GitHub Enterprise. C'est pas forcément possible sur d'autres solutions. Si possible, des clés de courte durée. Ça peut sembler farfelu, mais ce fameux pétrolier américain, la clé d'API que j'ai trouvée, elle avait 7 ans. Elle a été publiée il y a 7 ans et on lui a rapporté maintenant et ça donnait accès à des choses assez moches, c'est lui. Si la durée de vie avait été d'1 an, 2 ans, eh ben, en fait, le soccer a pu être valide. Donc, c'est un impact vraiment différent. Et finalement, encore une fois, c'est vraiment la meilleure présentation pour nous, hein, merci encore, c'est de surveiller l'utilisation de ces tokens, de regarder ce qui se passe et d'être capable d'intégrer cette problématique de secret d'authentification des machines automatiques à tout ce qu'on fait au quotidien et donc la gestion de la sécurité, la gestion des risques. Je vous remercie.